Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Sébastien. Sébastien aujourd'hui pour le Faction Focus sur la voie véritable, qui est une faction qui est très demandée, en tout cas d'un point de vue visuel, c'est une Oui. faction qui plaît beaucoup. Et donc comme d'habitude, on va attaquer avec une première partie de lore avant de nous concentrer sur les différents personnages, leurs capacités, leurs cartes, nos petites cartes favorites, les personnages favoris, etc. et un point de vue un petit peu plus global, méta, pour terminer. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'histoire de la voie véritable? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que font-ils? Ça marche. Donc le culte de la voie véritable est un culte qui vénère une divinité qui se nomme Absolem, qui s'appelle eux-mêmes le porteur de vérité. Donc ce culte a environ 300 ans. Il est apparu suite à la signature du pacte, suite à la guerre entre la cité d'Antalion et les communs. Un soir, des gens de toutes conditions, des paysans, des nobles, ont entendu durant leur sommeil une voix. Ils se sont tous réveillés au milieu de la nuit totalement euphoriques, mais en même temps avec un état de plénitude absolue. Ils se sont donc tous dirigés inconsciemment vers un éperon rocheux qui s'est situé juste en dessous de la faille. Voilà. Au fur et à mesure, ces gens se sont réunis, ils sont atteints de plusieurs milliers d'individus, et ils ont commencé à construire leur forteresse, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de la Flèche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que leur but, c'est de créer une structure, donc la Flèche, qui est juste un simple escalier en colimaçon, qui monte à des centaines de mètres et bientôt à des milliers de mètres vers le ciel, et leur but, un peu fou, c'est de réussir à traverser la faille pour rencontrer leur divinité. Je ne vais pas te cacher que pour la plupart des communs, c'est un peu des illuminés au tout début. Quand ils les ont vus commencer leur construction, ils se sont dit « Oulala, qu'est-ce que c'est que ces gens-là ?» Mais bon, on va les laisser dans leur coin. 300 ans plus tard, la Flèche, c'est devenu une des plus grosses forteresses du continent d'Oriar. Elle a une place prédominante parce qu'elle se retrouve entre le Fortin, la cité des communs, et la cité d'Antalion. Et elle a pris aussi une place prépondérante dans le commerce, parce que c'est une des seules factions qui a privilégié l'agriculture. Pour les habitants du Fortin, les sols étaient tellement infertiles qu'ils n'ont jamais vraiment pu faire de l'agriculture. Et pour les mages d'Antalion, c'est tellement rabaissant pour eux de cultiver la terre qu'ils s'en sont jamais vraiment intéressés. Donc rien qu'au niveau de point de vue économique, la Flèche a une place prépondérante. Ils échangent leurs ressources céréalières, par exemple, contre de l'éther avec le Fortin. C'est immiscé il y a récemment quelques délégations de mages au sein de ce petit commerce, mais ils y retrouvent quand même leur compte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la forteresse, en son centre, c'est une flèche, comme on a dit, qui monte à des centaines de mètres. Une flèche qui, aux yeux d'un humain normal, défie toutes les lois de la logique, parce qu'elle est large à sa base d'une dizaine de mètres, et elle monte, toujours presque de la même circonférence jusqu'en haut. Bon, on a tous fait un petit peu de physique, on se doute que c'est un peu impossible, mais du coup, on se dit peut-être que ce dieu existe vraiment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la flèche se retrouve au milieu de 5 cercles concentriques, de plus en plus petits vers la flèche et de plus en plus évasés, et que chacun de ces cercles correspond à une des vertus. Donc le premier cercle, donc celui au plus au centre, c'est la vertu de la résilience, après de la force, après de l'humilité, après de la justice et après du courage. Voilà. Chacun de ces cercles est gouverné par un pontarque. Ces pontarques disposent d'un ordre de chevaliers protecteurs, d'innombrables, de parangons. Les parangons, c'est des personnes qui ont totalement embrassé la vertu de tel ou tel cercle et qui ont arrêté leur procession à ce niveau-là. Voilà. Et après, de toutes les innombrables, c'est les adeptes communs qui servent de chair à canon, qui servent de paysans, qui servent de tout ce que vous voulez, d'écuyers, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour rentrer dans la flèche, il faut se présenter à la première porte, donc à la 5e porte, c'est la porte du courage. Ici, vous laissez votre nom, vos vêtements, votre vie passée. Bon, bien sûr, toutes vos possessions, vous les donnez à la flèche, qui, bien qu'étant un culte qui vénère une divinité, n'oublie pas non plus d'avoir une économie très forte. Quand vous regardez de loin, la flèche, c'est magnifique, il y a des enluminures un peu partout, c'est avec un matériel blanc, c'est vraiment magnifique, on se demande même comment ils ont pu avoir autant de possessions. On comprend mieux quand on sait que tous les innombrables qui se présentent à la flèche laissent l'intégralité de leurs possessions. Et comme on l'a vu, il y a des personnes de toutes conditions qui sont venues, des paysans, mais aussi des nobles qui sont arrivés et qui ont donné l'intégralité de leur fortune à la flèche. Donc, vous arrivez à la flèche, vous arrivez devant la 5e porte du courage, vous laissez toutes vos possessions, vous rentrez dedans.
Là, vous commencez à travailler de la roche, vous savez pas vraiment ce que c'est, mais vous vous rendez compte que c'est ce qui fait les murailles, ce qui fait la flèche, qui semble faire aussi les armures que portent des gros guerriers que vous rencontrez. Voilà, vous en savez pas beaucoup plus, on vous entraîne un petit peu au bâton, mais voilà, c'est tout. Pour passer à la deuxième porte, il faut que vous participiez à un affrontement. Donc en fait, quand des délégations de la flèche quittent la flèche pour aller dans les rocs brisés, ils emportent souvent un nombre d'ouailles entre 10, 15, 20, qu'ils prennent comme ça au hasard. Et le but, c'est de survivre au premier affrontement. Bon, vous vous en doutez, ils sont juste en robe de bure avec un petit bâton, ils n'ont aucune notion militaire, ils vont là-bas, ils affrontent des Aether-Guilds, ils affrontent des Rouge-Sang, ils affrontent des Change-Esprits, ils meurent souvent. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à survivre à ça. Mais si vous le faites, vous pouvez passer au deuxième cercle. Donc vous vous dites, c'est bien, c'est le cercle de la justice, j'ai fait preuve de courage, ça va bien aller. Le seul problème, c'est que dans ce cercle-là, c'est là où il y a les plus grands imprécateurs et ils vous font passer des interrogatoires vraiment très stricts, où c'est là où ils jugent vraiment votre dévotion. Donc si vous avez eu un peu de chance pour passer la 5e porte et que vous arrivez à la 4e, bon, il y a aussi beaucoup de morts à l'issue de ces scènes d'interrogatoire. On a un écrémage à chaque fois au niveau de chaque cercle et de chaque C'est porte ça. pour vraiment garder que l'élite, sauf si vous êtes parangon et que vous vous arrêtez en cours de route. C'est ça. Bah, par exemple, un des personnages qu'on verra par la suite, Ambrose, lui s'est arrêté justement à la 4e porte, donc la porte de la justice. Il n'est pas allé plus loin et il s'est arrêté là parce qu'il avait tellement embrassé cette vertu-là qu'il ne se voyait pas en embrasser d'autres. Si vous arrivez à répondre favorablement à cet interrogatoire, vous passez à la 3e porte, qui est la porte de l'humilité. De l'humilité. De l'humilité. Et non pas de l'humidité. Et non pas de l'humidité. Même si on a besoin d'humilité dans ce cercle. Concrètement, c'est là où il va y avoir tous les champs agricoles de la flèche. En moyenne, dans le 5e cercle, le cercle du courage, vous pouvez y passer 1 mois, 2 mois, ça dépend, mais c'est rarement plus d'1 année. Le 2e cercle, c'est vraiment très court, vous survivez à votre interrogatoire d'1 semaine, vous passez. Le 3e cercle, vous cultivez la terre toute la journée. Vous ne faites que ça. Il y a des imprécateurs qui passent et qui vous regardent et qui peuvent vous dire à un moment, tu as complètement embrassé la version d'humilité, tu peux passer à la porte d'avant. Il y a des personnes qui restent pendant des années et qui restent coincées là parce qu'ils n'ont jamais vraiment compris ce que c'était. Donc cette porte-là, elle est un petit peu spéciale. Il y a peu de personnes qui comprennent vraiment ce qu'elle signifie, mais ils se posent pas de questions quand on leur dit vous pouvez passer à la 2e porte, ils y vont. La 2e porte, c'est la porte de la force. Donc si vous voulez, là ça va être du matin au soir des entraînements militaires, des duels acharnés, toute la journée. Il y a souvent beaucoup d'accidents mortels, parce que ils commencent un peu à être fatigués aussi de tout leur périple d'avant, et ils savent que ils se doutent, vu que c'est le cercle de la force, qu'il va falloir prouver ses compétences au combat. Le test final, c'est d'affronter un chevalier, et de lui faire juste le premier son. Juste une petite estafilade. Je pense que le ratio, ça doit être 1 pour 10 qui doit y arriver. Mais s'il y arrive, le pontarque de ce cercle vous laisse aller au premier cercle parce qu'il se dit que si vous avez réussi à blesser un de ses chevaliers, c'est qu'Absolem compte sur vous, veille sur vous et qu'il ne voit aucune raison d'empêcher votre passage. Le dernier passage, c'est le cercle de la résilience, la porte de la résilience. Quand vous arrivez, votre périple est presque terminé, mais c'est l'épreuve la plus difficile. Donc après tout ce que vous avez traversé, vous avez 1 journée pour vous reposer et faire vos prières. Et après, vous prenez une petite pierre, vous montez tout en haut de la tour, vous la déposez et vous revenez. Alors au début, c'était facile, la tour, elle devait s'élever à 10 mètres, vous prenez votre pierre, vous arrivez. Quand ça commence à atteindre 800, 900 mètres, 1000 mètres, qu'il n'y a plus vraiment d'oxygène, bon, il se peut que quand vous allez amener votre pierre, vous allez voir des cadavres. Des mecs qui restent en cours de route. Des nomades qui restent en cours de route. Une fois que vous avez déposé votre pierre, vous redescendez, et là, en échange, on vous donne une égide, donc c'est l'armure spéciale des membres de la voie. C'est une armure qui est faite à base de poussière d'Aether et de sang des innombrables. Les innombrables, rien ne se perd, tout se récupère. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu le cheminement classique d'un innombrable qui va commencer en tant qu'adepte et qui va finir en tant que membre de la voie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'ils ont fait ce processus, ils peuvent choisir leur affectation, en dehors des rôles de pontarque, bien sûr,
n'importe où en fonction de leur affinité avec telle ou telle vertu. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau des personnages qu'on va vous présenter juste après, avec certains qui vont qui vont avoir un rôle particulier dans différents cercles, justement. Donc voilà, donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est comme je te le disais au début, tous les matériaux de construction sont faits à partir de sang des innombrables et de poussière d'éther. Ouais. Concrètement, quand vous rentrez dans la flèche, vous êtes sûr d'y rester toute votre vie, que ça soit dans les murs Bonne ambiance. ou en vie là-bas. Et voilà, et le rêve absolu, c'est qu'un jour la flèche soit finie et que vous puissiez passer de l'autre côté pour enfin rencontrer Absolem. Ouais. Et du coup, d'un point de vue, disons, organisationnel, plus macro, pas forcément au niveau des individus, mais de la faction elle-même, est-ce qu'elle a des interactions particulières, que ce soit en positif, en négatif, avec d'autres, qu'on a pu déjà voir ou qu'on va voir bientôt? Ouais. Bah alors comme on a vu avec la Aether Guild, c'est avec eux qu'ils commercialisent principalement Ouais. parce qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup de ressources d'Aether et que c'est pas leur spécialité, eux, d'aller en récupérer Mmh. sur les terres sauvages. Ils savent qu'il y a des compagnies de mercenaires qui le font bien mieux qu'eux et vu qu'ils ont beaucoup d'argent, ils payent des compagnies de Ouais. mercenaires, ils échangent des denrées alimentaires, voilà, là-dessus, il y a pas de souci. Avec les mages d'Antalliance, c'est un peu plus compliqué parce que eux, les mages, les voient d'un très mauvais œil parce que pour eux, c'est les seuls êtres capables d'utiliser un peu ce qu'ils appellent les arts mystiques. Ouais. Quand ils ont vu cette bande de dégénérés débarquer, en chantant, en criant, En mettant des cailloux au détour. voilà, en mettant des cailloux, ils se sont dit: «Bon, eux, on va les garder à l'œil, il y a quelque chose de bizarre». Donc ils commercialisent un peu avec eux, comme vous le verrez, plus tard lors du Faction Focus sur les champs Ouais. d'esprit. Au sein de la Flèche, dans le 4e cercle, il y a les ambassades. Donc il y a des ambassades de mages Antalians, il y a des Ouais. ambassades des Aether Guild. Concrètement, ils peuvent se massacrer entre eux au sein de la Flèche, tant que ça ne bouleverse pas la vie des adeptes ou des membres, ils OK. ferment les yeux. Par contre, s'il y en a un qui ose lever le petit doigt, ne serait-ce que sur un innombrable, Ouais. voilà, il se fera dégager manu militari. Voilà. Mais OK. concrètement, ils ont des relations plutôt saines, mais je dirais en fait Cordial. cordiales, ils pensent qu'à leur intérêt. Ouais. Concrètement, ils échangent avec l'Aether avec l'Aether Guild parce qu'ils veulent de l'Aether, ils leur donnent de la nourriture parce qu'ils Ouais. en ont à foison. Et avec les mages, bon, ils savent qu'ils sont quand même un peu plus dangereux entre guillemets parce que eux ils les détestent OK. vraiment. Les mages ont essayé d'éradiquer la flèche à plusieurs reprises avant qu'il y ait des relations un peu plus cordiales, comme tu dis, qui OK. s'installent entre eux. On avait retrouvé un petit peu ce genre, d'antagonisme avec l'Aether Guild qui était considéré comme, elle est mortelle en fait, Mmh. hein, par les mages et donc du coup on comprend un petit peu cette affinité, à la fois naturelle et à la fois d'intérêt entre la Voie Véritable et l'Aether Guild. Donc suite à cette petite introduction narrative, on va maintenant passer aux règles génériques de la faction qui sont au nombre de 3. Oui, Si je dis exactement. pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous les présenter? Bien sûr. Donc on va commencer par la plus caractéristique, de la faction. Mmh. C'est les innombrables. Concrètement, peu importe, votre nombre de personnages, vous aurez toujours 15 innombrables à intégrer dans votre coterie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des personnages qui valent 0 points, qu'ils se placent une fois que tous les personnages ont été placés, Mmh. les miens comme celui de mon adversaire, dans notre zone de déploiement, ce qui est à dire 3 cases de bordure. Cette faction comporte une caractéristique que l'on ne retrouvera dans aucune autre faction du jeu, qui s'appelle l'autorité. Cette valeur d'autorité définit le nombre d'innombrables qui pourraient être activés par un personnage à la fin de son activation. OK. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont on active des innombrables? Quelles sont les restrictions par rapport à ça et aux personnages? Donc bien sûr, les innombrables ne pourront être activés qu'à la fin de l'activation d'un personnage et dans une zone de 3 cases centrée autour de ce personnage. Une fois les innombrables activées, donc elles pourront donc se déplacer d'un déplacement de 6, comme tu viens de le préciser, et elles auront une valeur d'attaque X, X étant défini comme le nombre d'innombrables alliés adjacents à l'ennemi que vous ciblez. Malgré le fait que l'on pourra activer plusieurs innombrables, une seule d'entre elles pourra taper pendant ce tour. Et du coup, d'un point de vue du scoring des points, comment ça se passe vis-à-vis de ces innombrables? Est-ce qu'ils ont un petit peu, ils rapportent le même nombre de points qu'un automate, par exemple? Est-ce qu'ils ont un peu le même rôle? Chaque innombrable va rapporter un point de victoire à l'adversaire, donc potentiellement au début d'une partie, l'adversaire sait qu'il peut avoir facilement 15 points très rapidement accessibles. D'accord, donc en fait, c'est un petit peu, exactement comme les autres personnages valant 0 point, donc de la même manière, les rouges cendres ne vont marquer que 1 point contre ces Oui. personnages-là Oui, il vaut mieux. et on peut pas leur donner de jetons, par exemple de brûlure et autres. Non, on ne peut rien leur mettre dessus. Il faut aussi rappeler qu'on ne peut pas jouer de cartes à travers les innombrables. OK.
Et du coup, on va passer à la deuxième règle caractéristique de la voie véritable qui ne va pas te dépayser en tant que joueur de marée. Absolument pas. Donc, comme on l'a vu lors de la présentation de l'histoire du culte de la voie véritable, ce culte s'organise autour de 5 vertus principales que l'on va retrouver dans les cercles concentriques, comme on l'a vu dans l'histoire, ou aussi dans les bonus des 5 tours. Donc, pour le premier tour, la vertu du courage, tous nos personnages, ainsi que les innombrables, seront immunisés aux pions d'effets négatifs, comme les pions brûlures que l'on a vu avec les Rochants, et comme le mécanisme de torpeur que vous verrez dans le prochain Faction Focus. Deuxième tour se nomme la vertu de justice. Le deuxième bonus fait que nos personnages seront immunisés aux effets des cartes directes, ainsi que nos innombrables, ce qui peut mettre à mal des coteries, par exemple Rouge-Sang, basées sur le mécanisme des cartes blast. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. La troisième vertu, la vertu de l'humilité, empêche les personnages adverses d'utiliser leur domination. Ce qui est aussi très fort, sachant que dans la plupart des cas de figure, tous les personnages vont avoir leur domination chargée à ce tour 3, ce qui nous apporte une temporisation d'un tour supplémentaire. Le quatrième tour, c'est la vertu de force qui s'applique. C'est assez fort. En fait, ça va faire que quand on simule un jet d'attaque, les symboles vides vont compter comme des symboles réussite, ce qui rajoute 33% de chance de réussite. Ouais. Quand on verra un peu les personnages dans le détail, on va se rendre compte qu'il n'y a pas une énorme force de frappe, mais qu'avec ce bonus-là, on va pouvoir réussir à tomber les cibles qu'on veut. Et le dernier tour, ce qui est un peu l'inverse, le tour de la résilience, on va compter les symboles vides lors d'un jet de défense, comme des symboles réussite également, ce qui rajoute 33% de tankiness. Et vu nos châssis de base, c'est très fort pour nous. Oui, c'est pas mal quand on a une défense de 10. Ça passe, ça aide un tout petit peu. Et on va passer à la troisième règle, qui est la règle de scoring qu'on trouve sur toutes les factions. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça fait? Donc, la doctrine écrasante signifie que si aucun de nos personnages n'a perdu de point de vie à la fin d'un tour, on marque 3 points de victoire. À noter que ça ne marche pas sur les innombrables, parce que sinon, on ne scorerait jamais. Et que ça ne marche pas non plus quand on n'a plus de personnages. Ça, c'est pour les petits filous, ça. Donc, il faut avoir des personnages sur le jeu, sur le plateau, et qui n'ont pas perdu un seul point de vie. À noter aussi qu'on a des mécanismes, on verra plus tard, de guérison. Même si on se soigne, ça n'empêche pas la perte de points de vie initiale, donc on ne scorera pas non plus. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est quand même sur des personnages qui sont très résistants. Donc on reviendra un petit peu plus tard dessus, mais on a une défense de 10 sur tout le monde. Donc c'est peut-être un petit peu plus facile à réaliser sur la voie véritable que sur d'autres factions. Bien sûr, après on peut complètement se faire bloquer par exemple par Eric, que tu connais bien, avec son petit grappin qui te cible un personnage qui a aucun jet à faire et qui te retirera juste un point de vie et qui t'empêchera de marquer 3 points de victoire par tour. Il peut te le faire presque à tous les tours, donc c'est vraiment handicapant. On va donc maintenant passer à la présentation des différents personnages. Donc on va y aller dans le sens, je vais pas dire anti-crescendo, mais décroissant, en tout cas par rapport à la valeur en points. On va commencer tout de suite par Raikard le berger. Le papy. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu son histoire avant qu'on s'attaque à ses règles? Bien sûr. Donc, comme on l'a vu dans l'histoire, la forteresse de la Flèche est subdivisée en 5 cercles concentriques, avec à la tête de chacun des cercles un pontarque. Donc, Raikard est un pontarque. C'est le pontarque du premier cercle, donc celui où il y a la flèche. C'est aussi celui qui va remettre les armures aux innombrables qui ont réussi à porter une pierre au sommet et à redescendre. Donc, on va dire que c'est la figure emblématique du culte à l'heure actuelle. Et contrairement aux autres pontarques, il ne rechigne pas à aller au combat. Donc, il mène lui-même ses troupes sur le champ de bataille, ce qui lui a procuré un respect de la part de tous les membres du culte et des innombrables que personne n'arrivera jamais à atteindre. En plus de son égide, qui est propre à tous les membres de la voie, il porte une des armes les plus puissantes du culte qui s'appelle la crosse du berger. À la vue de cette crosse, toutes les innombrables vont sentir leur force décuplée et lui aussi d'ailleurs, parce que ça se retrouve un petit peu dans ses règles. Donc c'est un personnage qui vaut 7 points. Donc on va retrouver un pôle commun, en tout cas d'un point de vue du châssis, sur tous les différents personnages de la voie véritable. C'est 4 de mouvement, 10 de défense. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez tous les personnages. En plus de ça, lui, il va avoir 3 points de vie et une attaque de contact grâce à sa super crosse qui va être un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il va avoir une caractéristique d'attaque de contact de X. X étant le nombre d'innombrables sur le champ de bataille présent. C'est ça. Donc, au début de la partie, il aura une attaque 15. Sachant qu'au maximum, on a des mécanismes dans le jeu qui nous permettent de ramener d'invoquer des innombrables sur le champ de bataille. Donc il pourra monter au maximum, si toutes les étoiles s'alignent, à une attaque 20 à son premier tour. Donc le mec a 2 Eric dans la crosse,
au calme. tranquille. Et c'est un petit papy, avec Exactement. une longue barbe. Au niveau de ses capacités, il a la capacité le berger qui lui permet tout simplement, pour une action, de déplacer tous les innombrables. Tous les innombrables, donc Ouais. les 15 innombrables au début de partie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les innombrables de base, elles bougent de 6. Et avec ça, il y a possibilité qu'elles rebougent toutes de 6. Donc concrètement, une innombrable pourra bouger de 12. Donc ce personnage-là, en fait, nous offre vraiment une stratégie qu'on retrouve dans aucune autre des factions, c'est vraiment le contrôle map. Ouais, donc ça vous allez vraiment, pour abuser un petit peu, d'un point de vue de ce qu'on a l'habitude de dire, c'est un peu du swarm de table, c'est-à-dire Oui. que vous allez avoir très concrètement quasiment 20 personnages, hein, dont 15 qui vont être évidemment des personnages qui vont exploser rapidement, mais voilà, vous avez la possibilité, vous outrepassez la restriction habituelle des innombrables qui sont dans un rayon de 3 cases adjacentes, et là vous pouvez absolument tous les déplacer. C'est Donc ça. c'est extrêmement intéressant. Sachant que les innombrables bloquent les lignes de vue. Mm. Donc ça fera... C'est vraiment des boucliers humains. Concrètement, c'est des boucliers humains. Il y a certains personnages dans leur histoire qui essayent de protéger les innombrables le plus possible, mais concrètement, en termes de règles, on se rend compte que c'est De la de la chair à chair à canon. canon. Donc au sujet de sa domination, elle se charge en 5 points. Mm. Il gagnera 1 point à chaque fois qu'une innombrable sera retirée du jeu. Et une fois que sa domination sera activée, donc c'est un effet persistant, ça fera qu'à chaque fois qu'une OI sera retirée du jeu, on pourra en rejeter une sur une case de bordure. N'importe quelle case de bordure. Ok. Ce qui veut dire concrètement que si tu avances un peu trop des personnages de ta coterie et que tu laisses quelques cases de bordure derrière toi, je pourrais faire apparaître des innombrables. Donc c'est du repop d'innombrables, quoi, tout C'est ça. simplement. Et donc j'imagine qu'il y a pas mal de mécanismes qui tournent autour des innombrables. Alors bien sûr, il y a des cartes qui vont améliorer ces mécaniques, mais rien qu'en regardant le personnage de Rykard, on se dit, il a une attaque en fonction du nombre d'innombrables. Donc la logique voudrait qu'on tue ces innombrables, mais si on tue ces innombrables, on charge son ulti, et après c'est un cercle sans fin. Le défaut un peu de cette mécanique, c'est que ça dépendra vraiment de la capacité de l'adversaire en face à nettoyer vos innombrables. Concrètement, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il nous en tue pile 5, comme ça, à notre activation, on déclenche notre domination et tout va bien. S'il commence à en tuer entre 5 et 10, pour un perso à 7 points, on va dire que ça va l'amoindrir beaucoup. C'est ça, l'idée c'est qu'il perd en rentabilité puisque au moment où il va claquer sa domination, les innombrables qui auront été tués avant, dans tous les cas, ne pourront pas être ramenés de cette façon-là, et donc ça ne va concerner que les innombrables qui seront sur la table au moment où la domination va être lâchée. Du coup, effectivement, on comprend que si on s'en fait tuer 10, eh ben, il nous en reste, outre, sans compter les cartes et autres synergies, il nous en reste techniquement 5 de base, et donc le fait de les ramener via les bords de table ne va concerner que ces 5 innombrables-là. C'est exact. Question, est-ce qu'on peut ramener des innombrables étant même revenus en tant qu'innombrables des bords de table? Oui. Ok. Donc du coup, c'est pénible. C'est un cercle sans fin. C'est un cercle sans fin. Comme on l'a dit, Rykard est un personnage qui vaut 7 points. À première vue, sur sa fiche de personnage, on ne comprend pas forcément pourquoi il vaut 7 points, sachant qu'on va voir que par la suite, il y a des personnages qui vont taper un peu plus fort, de manière plus stable, qui n'auront pas besoin de synergiser avec des innombrables. Son coût en points va vraiment se justifier par les 3 cartes qui l'accompagnent, qui sont pour le coup vraiment très fortes. Donc la première de ces cartes, l'Antienne de la Voix, va faire que toute la défense des innombrables va devenir 3. Donc mine de rien, on passe d'un châssis qui est assez faible à 1 de défense à 3 de défense. Contre d'autres factions qui n'auront pas vraiment beaucoup de létalité, juste ce petit gap de gagner 2 de défense, ça peut vous donner beaucoup de résistance. Oui, puis 3 de défense, on l'a vu, ce sont des caractéristiques de défense, on va dire, classiques de mage, en fait. Donc on retrouve carrément sur des vrais personnages dans notre faction. Alors évidemment, ils n'ont pas 1 PV, mais il n'y a pas forcément énormément de différence, en tout cas d'un point de vue défensif, quand on passe de 1 à 3, par contre, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué si on n'a pas une grosse caractéristique d'attaque. Bah, ça devient compliqué, et comme on l'a vu tout à l'heure, ils bloquent les lignes de vue, donc pour des attaques à distance, s'ils sont dans des caisses de couvert, ça fait une défense 3 reroll, et honnêtement, ça commence à devenir compliqué pour l'adversaire de s'en sortir. La deuxième carte de Rykard, Sang des Martyrs, est une carte qui va permettre de contrebalancer le fait que nos innombrables offrent des points de victoire à l'adversaire. Parce que concrètement, une fois que vous attachez cette carte donc à ce personnage, elle reste en jeu jusqu'à ce que Rykard soit retiré du jeu. Et à chaque fois qu'une innombrable sera retirée du jeu, on marquera 1 point de victoire. Donc ça fait statu quo avec les points qu'on offre à l'adversaire et les points que nous on récupère.
Ça permet d'être neutre et pas trop offrir de points. C'est ça. Sachant que comme dans toutes les autres factions, on aura des tutelles. Si par exemple on polarise tout autour de Rykard, on met aussi la tutelle et on essaie d'aller chercher cette carte en priorité. Petite précision au sujet de cette carte, elle rentrera en synergie avec un autre personnage que l'on verra plus tard, le fameux Sébastien. C'est bout pour les intimes. La dernière carte de Rykard, Sacrifice du troupeau. C'est comme je te disais, les innombrables, soit on peut les glorifier en leur augmentant leur attaque ou leur défense, soit on peut se dire qu'elles vont servir de bouclier humain pour les personnages. Concrètement, à chaque fois qu'un personnage devrait perdre un point de vie, s'il y a un innombrable adjacent, on sacrifiera l'innombrable pour empêcher la perte de ce point de vie. Ça, du coup, c'est particulièrement intéressant, j'imagine, quand ce personnage a claqué son ulti, puisque ça fait des PV tampons, alors un par un évidemment, mais qui en plus reviennent et qui techniquement peut-être peuvent même être redéployés en bordure de table directement de nouveau à côté des personnages qui viennent de prendre des PV. C'est ça. Et en plus, vu comme on a vu que c'était assez difficile de faire des points de vie avec les attaques de base de tous les autres personnages des factions, s'il arrive déjà à en faire un, c'est souvent le bout du monde, et avec cette règle-là, il en fera donc 0, et donc on pourra toujours utiliser notre règle de scoring à chaque tour. Plutôt solide sur les appuis lorsqu'on a claqué la domination et joué déjà une ou deux cartes. Voilà, entre les 3 de défense qui, alors pour le coup, ne synergisent pas particulièrement avec cette règle-là, puisqu'on transfère des points de vie, mais d'une manière ou d'une autre, ça permet quand même d'avoir une bonne éponge à points de vie, quoi. Honnêtement, Rykard, c'est vraiment un très bon personnage. Il faut savoir bien le jouer, il faut pas non plus faire n'importe quoi avec lui, parce qu'en fonction de l'adversaire, il peut très vite se retrouver avec une attaque de 0, ou de 2, ou de 3, et pour un personnage à 7 points, c'est vraiment handicapant. Mais ces cartes font que même s'il n'est pas suffisamment létal, on pourra toujours marquer des points de victoire avec le sang des martyrs. Dernière précision autour de cette carte Sacrifice du troupeau, on aura tendance, pour la rentabiliser le plus possible, à mettre Rykard au milieu du plus grand nombre d'innombrables, entre 3 et 4, ce qui fait qu'en fait, à chaque attaque subie, si par exemple on prend 4 dégâts et qu'on a 4 innombrables adjacents à Rykard, on pourra sacrifier les 4 pour prévenir 4 dégâts. Et si vous avez mis votre domination, ramenez les 4. C'est ça. Concrètement, c'est ça. On a donc fini avec Rykard et on va passer au deuxième personnage, on va dire majeur, de cette faction, qui est Ambrose l'Appréciateur. Est-ce que tu peux nous parler de son histoire? On connaît très peu des origines d'Ambrose avant son entrée dans la Flèche. Donc comme on l'a vu dans l'histoire, normalement, un innombrable doit parcourir les 5 cercles, monter en haut de la flèche, redescendre pour pouvoir avoir son armure, ses armes et choisir le poste qu'il veut. Lui, il n'a pas du tout eu à faire ça. Il a tellement embrassé les vertus du cercle où il était, le 4e cercle, que le pontarque de ce cercle a décidé d'en faire directement un personnage à part entière, un membre du culte, sans qu'il ait besoin de se taper tout le processus comme les autres innombrables. Ok, donc on retrouve quand même, de base du coup c'était un innombrable? C'était un innombrable qui est juste rentré dans le 5e cercle, qui est rentré dans le 4e et qui a décidé d'arrêter sa progression là, parce que pour lui, la vertu de la justice était pour lui la vertu la plus importante. Ok. Donc on va retrouver du coup pas mal de synergie avec les innombrables dans la manière de le jouer en fait, tout simplement. Donc au niveau du châssis, on est sur un vrai tank qui vaut 6 points. C'est quand même encore un investissement. Déjà on voit que sur les 2 personnages précédents, si vous voulez les rentrer dans votre coterie, ça fait déjà un sacré investissement à 13 points. On va voir qu'il y a des choix à faire. Au niveau de son châssis, c'est un personnage très résistant puisque, comme d'habitude, 4 de mouvement, 10 de défense, mais 4 points de vie. Donc on est quand même sur, je pense, un des meilleurs tanks du jeu. En tout cas, sur le châssis de base, j'entends, sans synergie. Au niveau de ses capacités offensives, il a une attaque de contact de 5, une attaque à distance de 5, avec une portée de 10. Donc ce qui reste tout à fait correct. C'est carré. Et en plus de ça, il a une capacité passive qui s'appelle la litanie de justice, qui est une capacité passive qui dit que lorsqu'il attaque un adversaire qui a déjà tué un de nos personnages alliés, il va avoir une caractéristique d'attaque à distance ou de contact de 10. Donc là, on se retrouve avec un personnage qui, en plus de bien se défendre, a une capacité offensive qui devient non négligeable. C'est ça. Ce qu'il faut préciser, c'est que à n'importe quel moment, quand un adversaire tue un ennemi, cette capacité s'applique. Par exemple, si il ne tue qu'un adversaire au T1, jusqu'à la fin de la partie, vous pourrez lui mettre des grosses patates à 10. Et du coup, la question que tout le monde se pose, est-ce que les innombrables comptent parmi les alliés tués pour avoir cette capacité passive activée?
Évidemment, quand on parle d'alliés dans le culte véritable, on englobe les personnages, donc les membres du culte, et les innombrables. Ok, donc relativement simple à activer du coup. Relativement simple à activer, effectivement. On va parler maintenant de sa domination. Donc sa domination, pareil, elle se charge en 5 comme pour Rykard. On notera que la plupart des dominations au sein du culte demandent un nombre de charges conséquent. On tourne autour de 5, souvent, parce que c'est des dominations qui sont assez fortes, et au niveau de l'équilibrage du jeu, on voulait pas permettre à ces personnages de pouvoir le faire dès le premier tour ou dès le deuxième tour. Ah, déjà, quand on empêche les autres de le faire au 3e tour, c'est pas pour le faire au 2e. C'est un peu ça. Donc la domination d'Ambrose, ça va beaucoup dépendre de l'attitude de l'adversaire. En gros, il charge un point quand un personnage allié est retiré du jeu. Donc les innombrables, Ouais. ça compte aussi. Donc ça se charge en 5, et une fois qu'il est lâché, il va durer jusqu'à la fin de la partie. Et à chaque fois que l'adversaire tuera un allié, il perdra un point de vie automatiquement. Quand on voit le nombre d'innombrables qu'on peut avoir en jeu, au bout d'un moment, l'adversaire il sera obligé de les laver un petit peu. Une innombrable, un point de vie en moins. Sur les châssis des rouges 100, même des Aetherbills, ça peut faire mal assez rapidement. Mais donc en fait, c'est assez intéressant parce que dès le début de la partie, soit on va dire je me dépêche, il va falloir absolument que j'aille tuer les innombrables avant que cette capacité soit activée. Et d'un autre côté, on peut se dire peut-être que si je mets d'abord mes ressources pour tuer ce personnage, j'aurai peut-être un petit peu plus de temps derrière pour temporiser. Bon, après, on n'est pas forcément sur des coteries où on a à la fois Rykard et Ambrose, mais sinon, en fait, c'est un peu insoluble parce qu'on se dit, je vais aller chercher lui. Du coup, les innombrables vont être encore nombreux au moment où Rykard va utiliser sa domination, etc. Donc il y a pas mal de choix à faire et c'est vrai que ça n'a pas l'air simple à appréhender, en tout cas d'un point de vue adverse. C'est ça le problème en fait. Soit l'adversaire va se focaliser sur vos innombrables en se disant je vais laver la table, j'y verrai plus clair, je pourrai cibler qui je veux. Mais en contrepartie, ça renforce nos personnages qui du coup eux vont taper vraiment très fort. Ouais. Et si on esquive les innombrables, au bout d'un moment on s'en sortira pas. On s'en sortira clairement pas quoi. Parce que honnêtement, on peut s'en servir donc pour bloquer les lignes de vue comme cordon humain, Ouais. juste de la chair à canon. Au niveau de son histoire, à première vue, Ambrose, on dirait la force tranquille, jamais imperturbable, toujours calme. Mais on se rend compte que dès qu'on commence à tuer ses petits copains, il se transforme en une machine de guerre. Parce que honnêtement, ces attaques de 5 de base qui se transforment en 10, ça fait très mal. Et avec les cartes qu'on va vous présenter par la suite, surtout une, vous allez voir qu'il n'y a aucun moyen de se protéger contre les attaques d'Ambrose, et ça va faire très mal. On va donc maintenant passer aux 3 cartes de Ambrose. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est ça. Donc la carte dont je venais de vous parler juste avant, donc la frappe de la balance, De la balance, ou, comme l'appelle ça, Non, la frappe non, de la non, non, poucave. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que son marteau s'appelle la balance. C'est une des seules armes qui a été forgée spécialement pour lui, pour mettre des grosses tatanes au corps à corps et à distance. Donc concrètement, sa carte fait que l'adversaire ne pourra pas se défendre contre une attaque de contact, donc ça marchera pas sur l'attaque à distance, d'Ambrose. Donc en gros, il arrive sur toi, il se met cette carte, il te met une attaque 10 et tu peux pas te défendre. Alors pour contrebalancer un petit peu ça, je pense que le plus dur, c'est encore le il arrive sur toi, parce qu'il bouge quand même pas très vite. Ils bougent tous de 4, mais au bout d'un moment, il sera là. Et si tu l'as pas géré avant, lui, il te gérera. C'est un sprinter sur de courtes distances, c'est ça? C'est un nain, oui, c'est ça. C'est exactement ça. On va passer maintenant à la seconde carte, qui est aussi une carte de dégâts, verdict de l'appréciateur, qui fait que on désigne un ennemi, donc il faut pouvoir le voir, et que cet ennemi prendra autant de points de vie qu'il a fait perdre à un ou à l'ensemble de vos personnages. Donc concrètement, il y a un Vulcain qui arrive, Au hasard. au hasard, hein, qui va vous tuer un ou deux personnages. Juste avec cette carte, en le désignant, il se prendra le nombre de points de vie égal au dégâts qu'il a fait. Donc point de vie, hein, pas d'attaque, il n'y a pas de défense. Hein. C'est la grande différence entre justement quand on dit une attaque de valeur et des points de vie directement, c'est que on outrepasse la défense de l'adversaire. C'est ça. Donc dans un match-up miroir, c'est sympa. Plus sa domination, ça commence à faire beaucoup. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Donc Ambrose, c'est vraiment une vraie menace qu'il faut gérer le plus vite possible. Ou ne pas gérer du tout. Ou ne pas gérer du tout. Si la partie dure un tour, ça marcherait bien, mais elle en dure 5. La dernière carte, Jugement d'Ambrose, c'est une des premières cartes de contrôle qu'on va avoir dans la voie véritable. En gros, cette carte fait que l'adversaire ne pourra pas activer plus de personnages que vous. Au sein du culte de la voie véritable, on peut organiser plusieurs coteries. On peut faire des coteries avec 2 ou 3 personnages qui tiennent complètement la route. Et avec cette carte-là, ça vous assure
un certain équilibre dans le nombre d'activations. Ouais, du coup, c'est particulièrement intéressant puisqu'on voit que déjà, on va le voir, mais on peut faire des compos à 18 points avec 3 personnages et du coup, peut-être même que la question se pose de rentrer un 4e personnage si on veut, éviter d'avoir à mettre des cartes supplémentaires et d'avoir plus de choix. Parce que je rappelle qu'on est obligé d'inclure dans notre deck les cartes des personnages qu'on prend, histoire d'être, bon alors évidemment, c'est une carte qu'on va pas jouer 10 fois, Non. mais on est quasiment sûr de le lâcher quand on a 3 personnages, quoi. Et honnêtement, avec le système qu'on a vu des vertus à chaque tour, mettons, si autour d'eux, vous pouvez claquer cette carte, et que vous pouvez empêcher un ou deux personnages Ouais. adverses de s'activer, ça vous apporte encore une fois une tempo et un grand avantage pour la suite de la partie. Nous passons donc au 3e personnage qui est évidemment Damien, mon gars sûr. Damien. Le gars sûr. Surtout pas Damian, hein. Non, surtout pas Damien, c'est son frère et il s'aime pas beaucoup. C'est dans la prochaine extension? C'est dans la prochaine Ah, pardon. extension, ouais. Absolument, absolument, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de ce perso? Bah, lui, pour le coup, c'était un commun du Fortin, Ouais. voilà, qui voulait embrasser une carrière de soldat. Oh, j'ai cru que t'allais dire autre chose. Pas devant les enfants. Et concrètement, voilà, c'est un personnage avec des bons principes, qui s'est dit: «Le Fortin, c'est magnifique, je vais faire ma carrière de soldat, ça va être au mérite, c'est tout ce que je recherche». Parce Mais? qu'il bah, mais une fois qu'il était dans la grande ville, comme tous les petits paysans, il s'est rendu compte que c'était pas ça du tout. Il a vu qu'il y avait des malversations, des magouilles et surtout, il y a un épisode qui l'a marqué, il est parti, en reconnaissance avec sa troupe Mmh. et ils se sont tous fait massacrer parce que leur chef, c'était le fils d'un noble qui n'avait aucune expérience militaire et qui les a tous envoyés au charbon. OK. Donc concrètement, il a fui le fortin, Mmh. il s'est rendu à la flèche et à ce moment-là, il a commencé, lui, pour le coup, à passer toutes les étapes une par une, laborieusement. Mmh. Il est arrivé au bout, il est revenu et il a décidé de devenir chevalier protecteur. OK. Voilà. Donc ça se retranscrit assez bien, en tout cas d'un point de vue de la fiche de personnage, puisque on a exactement le même châssis que Ambrose d'un point de vue caractéristique, c'est-à-dire 4 de mouvement, Ouais. si je puis me permettre, ce n'est pas une flèche. Vous avez compris. 10 de défense, 4 points de vie, et par contre il a un profil de base qui est vachement plus offensif. Ouais. Il n'a pas d'attaque à distance, mais il a une valeur d'attaque de contact de 8. De 8. Donc 8, ça nous rappelle un certain Vulcain, Je vois pas qui c'est. si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un profil assez offensif et il a une capacité qui est particulièrement intéressante qui s'appelle l'avance inexorable, qui est un passif, qui dit qu'à chaque fois qu'un de ses alliés est retiré du jeu, il doit, non pas il peut, se déplacer de 3 cases. Comme d'habitude, quand on parle d'alliés en voie véritable, c'est personnage ou innombrable. Exactement. Donc il y a quelques petits combos qu'il va pouvoir nous présenter avec ça, mais c'est cette capacité, je pense, qui est particulièrement intéressante sur ce personnage-là. Bah, on a tendance à dire que les membres de la voix sont vraiment très lents, alors effectivement, ils bougent tous de 4, ce qui fait qu'il faut un certain nombre de tours avant qu'ils arrivent près de leur cible, sauf avec Damien. Concrètement, on peut prendre une simulation. Au premier tour, votre adversaire va tuer 3 ouailles, en se disant bon, elles me gênent, je vais les tuer. Et bah Damien pourra bouger de 9 cases. Mais surtout qu'en plus, on n'oublie pas qu'un grand homme a dit que c'était un jeu de mouvement. Exactement. Donc, Et lui, lui particulièrement. En fait, concrètement, si votre adversaire, au premier tour, décide de tuer 3 innombrables en se disant « Oh, je sais pas trop quoi faire, elle me dérange, je vais avoir une ligne de vue qui va le faire », Damien bougera automatiquement de 9 cases. Et c'est pas pris en compte dans son mouvement, c'est pas pris en compte dans son activation. Donc après, vous pourrez le réactiver. Honnêtement, c'est un très bon garde-fou au massacre des innombrables. Parce que l'adversaire, il se dit que s'il tue des innombrables, ou même s'il va vous tuer un ou deux personnages, il se retrouve avec Damien au milieu de ses lignes. Assez tôt dans la partie, ça peut faire vraiment très très mal. Parce que comme tu l'as dit, il a une attaque de 8, qui ne dépend pas du nombre d'innombrables sur le champ de bataille. Et une attaque de 8, honnêtement, c'est très carré et ça suffit en général à sortir la plupart des personnages. Oui, puis en plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit, si je dis pas de bêtises, que ça fait partie de ces personnages qu'on va vouloir activer parmi les derniers, puisqu'on a envie d'abord de profiter du mouvement avant d'utiliser ces 2 actions. Et donc, c'est le 2e personnage, de la même manière qu'Ambrose, qu'on va plutôt avoir tendance à jouer, on va dire, en fin de tour. Et donc voilà, ça veut dire qu'il faut commencer à faire attention si vous commencez à faire des coteries avec ces 2 personnages-là, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir quand même avoir des
personnage à activer d'abord. Et donc, c'est assez intéressant, dès la construction de la coterie, de voir qu'il faut commencer à réfléchir un petit peu à tout ça, quoi. C'est ça. Maintenant, on va passer à sa domination. Donc pour le coup, sa domination est pas exceptionnelle par rapport à ses capacités. Concrètement, elle va se charger en 5 points. À chaque fois qu'un personnage perd un point de vie, Damien gagne un symbole de domination. Quand il la lâche, ça transforme son attaque de contact 8 en attaque de contact 8 avec une zone d'effet de 2. Ce qui permet d'aller chercher des personnages un petit peu cachés, ce qui permet de faire des bonnes AOE, ce qui permet surtout au T4, comme on l'a vu, où on compte les symboles vides comme des symboles réussites, de faire vraiment des grosses blagues. Un peu l'équivalent comme Vulcain, qui va arriver avec sa domination et qui va raser la moitié de la coterie en face. C'est ça, sauf que là, on est quand même sur un personnage qui est quand même beaucoup plus résistant de base et qui est assez sympa, en tout cas d'un point de vue de sa polyvalence, quoi. Et qui coûte, entre guillemets, que 5 points. Ouais. Donc au niveau des cartes de Damien, on va retrouver une carte que l'on retrouve dans presque toutes les autres factions. C'est une carte de buff de domination. Concrètement, elle va lui permettre de générer 3 points de domination. C'est ça, donc c'est analogue à ce qu'on a vu précédemment avec les mantras. C'est ça. C'est la même logique. Voilà. Seulement au sein du culte de la voie véritable, on ne parle pas de mantra, mais on parle de vœux. Ce qui n'a rien à voir du coup. Absolument rien à voir, c'est deux choses tout à fait différentes. Honnêtement, cette carte, elle n'est pas extraordinaire, mais si vous avez la chance de la piocher au T1 ou au T2, ou d'aller la chercher avec une tutelle si vous voulez absolument l'avoir, ça permet d'avoir un Damien qui peut libérer sa domination au T2, au milieu de vos lignes. Donc c'est vraiment très bien. Donc on va passer maintenant à sa deuxième carte, Protecteur Zélé, qui octroie à Damien le fait de pouvoir porter une seconde attaque. Ce qui implique qu'il en ait porté une précédemment. C'est ça. Donc concrètement, on va prendre l'exemple d'un tour, Damien se déplace, tape une fois sur un personnage adverse, à cette carte, il pourra taper une seconde fois sur ce personnage. Ouais. Ce qui fait que bon, ça fait 2 attaques 8, même sans le T4, ça va suffire à sortir la majorité des personnages adverses. On va maintenant passer à sa troisième carte, Frappe de la Justice. Quand on connaît un peu le fleuve de Damien, on va voir qu'il éprouve un grand respect envers les innombrables et qu'il va essayer de tout faire pour qu'elle ne soit jamais sacrifiée sur le champ de bataille. Quand on voit cette carte, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. Parce que concrètement, ça fait qu'au début de son activation, il fait une attaque de zone effet 1, dégâts 8. Donc à première vue, les gens ils vont dire bon bah c'est pas terrible, il faut qu'il soit déjà à côté d'un adversaire pour faire cette carte, ça fait qu'une attaque. Mais on se rend compte qu'il peut aussi, en faisant cette attaque, toucher les innombrables. Et donc tuer les 3 innombrables, et donc pouvoir se déplacer de 9 cases. Il faut juste noter qu'on ne peut utiliser des attaques que sur un ennemi. Donc il faut qu'il y ait un ennemi à portée de cette attaque pour que vous puissiez, par ricochet, toucher les innombrables qui sont autour. Donc il peut se projeter lui-même dans les lignes adverses, concrètement. On passe donc maintenant au 4e personnage qui est Sébastien. Très joli prénom. Honnêtement, très joli prénom. Donc un peu d'histoire sur ce personnage. Donc c'était un commun qui travaillait dans une des banques de ton grand ami Eric Merengrad. Et comme tous les hommes qui touchent à l'argent, il a succombé. Bon, il a une personnalité assez égoïste, il a tendance à être légèrement corrompu dès qu'il le peut. Donc il a détourné des grosses sommes d'argent, il pensait le faire discrètement, mais ça n'a pas fonctionné. La famille d'Eric lui est tombée dessus et il a décidé de fuir le fortin. Comme il n'était pas complètement neuneux, il s'est toujours dit qu'il avait besoin d'une grosse somme d'argent pour le sortir de tous les impondérables qu'il pourrait rencontrer dans sa vie. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté une grande quantité d'éther. Il est allé toquer à la porte de la flèche et il leur a dit « Coucou, est-ce qu'en échange de cette quantité d'éther, vous pouvez m'accueillir chez moi ?» Le culte de la voix, c'est censé être un culte très hiérarchisé et où l'ordre est très important. Mais quand ils ont vu la quantité d'éther que ce personnage pouvait leur amener, ils leur ont dit « Bon, toi, tu sais quoi, t'as pas besoin de te franchir les 5 cercles. Où est-ce que tu veux aller ?» Lui, il a décidé d'aller dans le 4e cercle, qui est le cercle administratif, où il a aussi retrouvé l'équivalent d'un système de banque, et donc il s'est installé là-bas. Il n'a pas attendu longtemps pour prendre la place de son prédécesseur, qui a disparu, qui est mort dans des circonstances floues, très floues. Malencontreuses. Et du coup, il a commencé, mine de rien, à se rendre de plus important au sein du culte. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Sébastien, toute cette histoire de culte, de divinité, d'absolème, de porteur de la vérité, c'est du flan. Il n'y a jamais cru.
mais il a toujours fait le minimum des prières, des ablations, il s'est purgé pour pas attirer trop l'attention sur lui. Je sens un affect particulier vis-à-vis de ce personnage quand même. Un petit peu, un petit peu. Est-ce qu'il y aurait un lien avec son prénom? Un tout petit peu, un tout petit peu. Mais en gros, ce qui s'est passé une fois, c'est qu'il est sorti en expédition avec des innombrables, avec des chevaliers, qui se sont fait attaquer par des mercenaires des Aetherguilds. Mmh. À un moment, il s'est retrouvé acculé, il était tout seul face à un sac mercenaire. Il a fait ce que tout bon Sébastien ferait, il s'est roulé en boule, il a fermé les yeux, et à un moment, il les a rouverts, il a vu tous ses adversaires morts à ses pieds. Il n'a pas tellement compris pourquoi, mais il a commencé à se dire que toute cette histoire de pouvoir mystique d'Absolem, c'était peut-être pas si éloigné de la vérité, et que s'il pouvait faire un peu plus d'efforts sur ses pratiques de rituels, sur ses prières, ça n'en serait que mieux pour lui. Mmh. Donc au niveau du jeu, c'est un personnage qui vaut donc 4 points. C'est ça. Il a, châssis classique, 4 de mouvement, 10 de défense, 3 points de vie, donc un petit peu en dessous des tons qu'on a pu voir précédemment, mais au niveau de Reichstern qu'on a vu tout à l'heure. Il a une attaque de contact de valeur 1, Ouais. donc on comprend qu'il n'est pas là pour ça. Et par contre, il a une capacité qui s'appelle Vertu consignée, qui est un passif, qui dit qu'à chaque fois qu'on va avoir un allié qui va infliger un point de vie à un personnage ennemi, ou alors qui va marquer un point de victoire, nous allons rajouter un pion sur les vertus consignées. Et c'est là que je te pose la question, que sont les vertus consignées? Les vertus consignées, donc concrètement, ça se représentera sous la forme d'une petite carte. Mmh. Donc c'est un petit tableau allant de 0 à plus 10. Donc à chaque fois, comme tu as dit, qu'un allié va marquer un point de victoire ou va faire perdre un point de vie, on mettra un jeton sur ce tableau. Donc de 0 à 3, il n'y a aucun effet. De 4 à 6, tous vos alliés auront plus 1 en valeur d'autorité. L'autorité, on le rappelle, c'est ce qui permet de contrôler les innombrables. Ouais. De 7 à 10, au début de l'activation des personnages alliés, ils gagneront plus 1 en domination. Donc ça, c'est vraiment très très bien, parce que c'est au début de l'activation. Donc par exemple, à votre T2 ou à votre T3, si vous manquez un point ou deux, vous savez qu'avec avec cette capacité, vous aurez votre domination d'active. Et le dernier point, quand on arrive au-dessus de 10 points sur le tableau, à la fin de chaque tour, vous gagnerez 3 points de victoire. Ce qui se rajoute aux 3 points de victoire de la règle doctrine écrasante, si vous avez peur du point de vie, ça commence à faire pas mal. Ouais. Vu sa défense de 10, mine de rien, c'est assez compliqué d'aller le chercher. Et comment avoir avec sa domination? Si on va le chercher, il faut vraiment essayer de le tuer en un coup, ce qui peut paraître vraiment compliqué vu le châssis. Parce que sa domination, châtiment des Cupides, fait qu'à chaque attaque que va subir Sébastien, il va se charger de 1. Sa domination se charge en 3 points. Une fois qu'elle est active, vous pouvez la libérer, ce qui fait que tous vos adversaires sur la table, pas besoin de ligne de vue, vont subir une attaque à distance égale à leur valeur d'attaque la plus haute. Si par exemple il a une attaque de 5 au corps à corps et une attaque de 10 avec l'arc, il se prendra une attaque 10. Donc c'est à distance, si les personnages sont à couvert, ils pourront relancer leur jet de sauvegarde, leur jet de défense, mais honnêtement c'est une bonne domination je trouve. Parce qu'on est obligé d'aller le chercher au corps à corps. Bon, souvent, je vous le cache pas, il sera planqué tout au bout de la map, ou à côté d'une petite faille pour affiner de temps en temps. Mais voilà, son système de scoring sur son tableau se fait assez rapidement, mine de rien. Il suffit qu'au premier tour, par exemple, vous décidez juste de raffiner avec le plus de personnages possible. Ça peut déjà marquer, si vous en avez 4, ça peut déjà marquer 4 points. Damien qui va tuer un adversaire, ça va faire 5. Ça monte vraiment très très vite. Et c'est assez fort. C'est vraiment le personnage totem que vous pouvez mettre dans votre coterie parce qu'il vous permet de gagner des points de victoire sans forcément vous exposer, aller au niveau de la faille centrale. Vous pouvez très bien rester chez vous, juste avec une petite feuille et Sébastien, ça vous donnera suffisamment de points de victoire pour jamais vraiment être trop largué par rapport à votre adversaire. Et bien maintenant, Sam va nous présenter les 3 cartes de Sébastien. Non. Au niveau de ces cartes, donc au niveau des cartes de Sébastien, on va retrouver donc la première, Humilité récompensée. C'est une des seules cartes qui nous permet de piocher dans notre deck. Ça va nous faire piocher automatiquement 3 cartes. Honnêtement, ça peut être pas mal. Parce que des fois, il nous faudra des cartes en priorité et on pourra se permettre de se meuler, par exemple, d'une ou deux cartes qui nous intéressent pas pour accéder le plus possible à cette carte-là. Parce que pour rappel, quand même, on a obligation de finir à exactement 5 cartes quand on entame un nouveau tour. Donc, si on a des cartes en trop, c'est poubelle. Bon, la contrepartie de cette carte, c'est qu'il faut retirer 2 jetons sur les vertus consignées. La seconde, Courage récompensé, c'est le même système que la première. Vous retirez 2 points sur votre tableau. Par contre, elle vous permet de désigner un personnage allié, et ce personnage allié pour avoir un second déplacement lors de votre activation.
Ça a l'air moins anecdotique. Ça a l'air moins anecdotique. Et la troisième, Elle a l'air très Force- moins anecdotique. force récompensée, toujours le même système. On perd 2 points sur le tableau et l'adversaire peut, et l'allié, le personnage allié peut effectuer une seconde attaque. Ce qui est un peu embêtant avec ces cartes, c'est qu'il faut désigner un allié. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, Sébastien, on a quand même tendance à le laisser en fond de table. Mais bon, on peut dire que si à la fin, il ne vous reste par exemple que Sébastien et un Damien, vous pouvez commencer à sortir un peu votre Sébastien. Ouais. L'adversaire, il va se dire, bon, pourquoi il le fait? Allez, c'est pas très grave. Et là, vous allez vous retrouver avec un Damien qui va bouger 2 fois, plus de son mouvement, qui pourra taper aussi 2 fois. Il peut déjà le faire, Damien, avec une de ses cartes, il pourra le refaire avec une des cartes de Sébastien. Donc honnêtement, Sébastien, c'est vraiment un perso complet. Vous pouvez jouer comme un Kevin ou comme un Cyrus en le mettant en fond de table, et il sera là juste à noter sur son petit parchemin, à gagner des points avec ses vertus, et à raffiner par une petite faille. Et au fur et à mesure de la partie, vous pouvez le sortir un petit peu quand les plus grosses menaces en face sont sorties, pour qu'il puisse donner des bonus à vos autres C'est personnages. ça, ce que tu voulais dire par là aussi, c'est que effectivement en début de partie, on a des problèmes techniquement, possiblement de ligne de vue, parce qu'il y a des innombrables de partout. Et effectivement, en fin de partie, on est quand même, à la différence des personnages que tu as cités, de Cyrus Note, évidemment que ça s'appelle Cyrus Note, c'est important de ne pas se Note-le tromper, bien. très joli. Et également de Kevin, c'est qu'il est quand même beaucoup plus résistant. Donc Ouais. on peut se permettre de le laisser un petit peu en fond de cours, etc. Il va pas se faire attraper comme un Kevin pourrait se faire attraper, où on est quasiment sûr qu'il va exploser. Là, on a quand même 10 de défense, donc c'est un mec qui peut quand même tenir un petit peu plus longtemps. Et voilà, du coup, l'intérêt, c'est qu'on va récupérer nos lignes de vue, puisque la désignation se fait évidemment en ayant une ligne de vue. Et donc, en fin de partie, techniquement, s'il y a moins d'innombrables, de toute façon, s'il y a plein d'innombrables en fin de partie, je pense que c'est plutôt bon signe. Ouais. Si on a moins, on va en profiter pour appliquer nos buffs à nos alliés, double mouvement, double attaque, etc. Oui, c'est exactement ça. Après, tu peux aussi choisir de le sortir un petit peu, d'appâter l'adversaire pour qu'il lui mette une attaque, 2 attaques, 3 attaques sans le tuer. Sa domination est chargée. On rappelle qu'au tour 4, les symboles vides comptent comme des symboles réussites. Et que là, pour le coup, pouvoir toucher l'intégralité des ennemis sur la table sans ligne de vue, même s'ils peuvent reroll leur défense, vu que c'est une attaque à distance, s'ils sont à couvert, ça reste quand même très fort. Ouais. Donc, il vous donne aussi une possibilité de sortir des adversaires en face. On passe donc au 5e personnage de cette faction qui est Adora. Donc Adora, imprécatrice du 3e cercle, donc c'est un peu la doyenne du culte véritable. Elle siège au 3e cercle, et c'est même elle qui a la charge de faire passer les innombrables du 3e cercle au 2e cercle. Donc c'est un peu comme Rykard, c'est des figures emblématiques du culte de la voie véritable et qui sont très respectées. Adora, elle a été retrouvée abandonnée toute seule sur les terres sauvages. Elle a été ramenée au sein de la flèche par un chevalier. C'est quelque chose d'assez rare parce que normalement, n'est admis au sein de la flèche que les personnes qui en manifestent la volonté. Elle était vraiment trop jeune, elle a juste été emmenée par le chevalier. Ça a été accepté. Elle a passé toute sa jeunesse au sein de la flèche, et quand elle a voulu devenir un membre du culte, elle n'a pas eu de passe-droit. Elle a dû, elle, effectuer tout le processus, donc passer à travers les 5 cercles, monter en haut de la flèche, poser sa pierre et redescendre. Une fois qu'elle est redescendue de la flèche et qu'elle est devenue un membre à part entière du culte de la voie véritable, elle a donc pu choisir son affectation. Elle a choisi d'arriver au 3e cercle. Donc il faut savoir, comme on l'a dit dans l'histoire, c'est que c'est le cercle des cultures. Une fois l'ascension de la flèche terminée, elle a choisi de devenir imprécatrice au sein du 3e cercle. La particularité d'Adora, c'est que c'est une experte en fabrication de sigils. Et donc effectivement, c'est quelque chose qu'on va retrouver très bien dans ces règles, puisque les sigils sont une des mécaniques de la faction qu'on va découvrir maintenant. Donc au niveau du personnage, on est sur un personnage qui vaut 3 points, donc relativement peu cher. 4 de mouvement, 10 de défense, comme d'hab, c'est quand même assez costaud, et 3 points de vie. Donc on est quand même sur un personnage qui, de la même manière que les personnages qu'on a vus précédemment, est quand même très résistant. C'est la caractéristique redondante justement chez la voie véritable. Et au niveau de ses attaques, elle a une pauvre attaque de contact 1. C'est ça. Mais ça tombe bien. Parce qu'il n'y a qu'une petite main. Une petite main. L'autre avait une petite plume. Elle, c'est une petite main. Mais ça tombe bien parce qu'elle n'est pas là pour ça. Elle a une capacité passive qui s'appelle faiseuse de sigil, qui dit qu'en fait, à chaque fois qu'un allié va utiliser un sigil, il va regagner un point de vie. Donc là, la question, c'est qu'est-ce que c'est que les sigils? Les sigils, ce sont des cartes que l'on va utiliser au début du tour. Et lorsqu'on va avoir un personnage allié au début de son activation, il aura la possibilité d'aller chercher un des sigils et de se l'appliquer. Donc en fait, en plus de ça, grâce à cette capacité passive de Adora, vous allez pouvoir en plus vous soigner un point de vie.
1 point de vie, 2 points de vie, 3 points de vie. Un personnage peut utiliser autant de sigils qu'il le désire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein des cartes disponibles de faction dans la voie véritable, on a 20 cartes de sigil. Donc vous pouvez vraiment axer votre deck avec les sigils. Vous pouvez même, si vous voulez, ne mettre que des sigils. Donc si vous choisissez d'axer votre jeu vraiment sur les sigils, Adora est indubitablement le personnage qu'il vous faut. Donc la domination d'Adora, l'imprécation sigillaire, est une domination à 5 charges. Vous gagnerez 1 point de charge à chaque fois qu'un sigil sera joué. Concrètement, c'est une domination qui peut se charger assez vite, parce que si vous jouez avec beaucoup de sigils, concrètement au tour 1 ou au tour 2, vous pouvez déjà avoir vos 5 points dessus. Cette domination nous permet d'aller chercher 3 cartes de sigil dans notre deck et de les jouer immédiatement. C'est la seule possibilité dans les cartes de faction et dans les cartes de personnages de rendre moins linéaire et moins prévisible le style de jeu de la voie véritable. Parce que, comme tu l'as très bien dit, les sigils se placent au début de tour, dont l'adversaire, il sait très bien que vous avez la possibilité d'utiliser tel ou tel sigil. C'est ça, parce que c'est des cartes, et les cartes sont visibles en fait, hein. C'est ça qui est intéressant. Donc, votre adversaire va voir, il va se dire, ok, si j'active ça, il va pouvoir faire ça, etc. Là, vous allez les placer en cours de tour, en fait, hein. C'est ça, et donc ça peut prendre l'adversaire, ça doit prendre l'adversaire au dépourvu, et ça peut vous permettre de faire quelques petites blagues. Cette domination s'apparente aussi à une sorte de tutelle, ça vous permet d'aller chercher les 3 sigils que vous voulez. Des fois, vous allez mettre dans votre deck un sigil précis, parce que vous pouvez vous dire que c'est votre seule solution de vous en sortir contre telle ou telle faction. Avec cette domination, vous allez les chercher quand vous voulez, et honnêtement, c'est un très grand avantage. Ce qu'il faut voir, c'est que les sigils sont pour certains assez circonstanciels, et donc c'est absolument primordial de les avoir au bon moment, et de la même manière, de ne pas avoir une main avec des cartes qui vont être inutiles plus tard. Donc là, effectivement, vous allez utiliser un tuteur, hein, c'est une mécanique qu'on retrouve globalement, pas forcément beaucoup dans cette faction, mais un petit peu plus dans d'autres, qui va vous permettre d'une part d'affiner votre deck, et en plus d'avoir ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et c'est ça le plus important. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les sigils peuvent par exemple faire des attaques à distance, peuvent ralentir les adversaires, leur baisser leur défense. Donc c'est vraiment un outil en plus qui vous permet de faire ce que vous voulez au tour où vous voulez le faire. Et comme il se charge assez vite, vous aurez généralement 3 tours pour en profiter. On va maintenant passer aux cartes de personnages d'Adora. Donc la première, Humble Prière. Concrètement, elle ne pourra pas subir d'attaque pendant ce tour. Simple, rapide, efficace. Donc vous êtes presque sûr de toujours l'avoir un tour en plus que ce que prévoit l'adversaire. Et comme ton prochain meilleur ami Aurélien que tu découvriras bientôt, elle ne peut vraiment être ciblée par aucune attaque, ni par des zones d'effet, ni par rien du tout. Voilà. On va maintenant passer à la seconde carte d'Adora, suivant d'Adora, qui va lui permettre de ramener 3 innombrables sur une case de bordure de son bataille. C'est une des cartes dont je te parlais au début, avec Rykard, qui permet de réinvoquer des ouailles au fur et à mesure de la partie. Et surtout, c'est hyper intéressant en fait, parce qu'on a vu tout à l'heure que ça pouvait être problématique si on avait Rykard d'en perdre certains trop tôt. Mais là, du coup, vous pouvez simplement en ramener en supplémentaire et donc en regagner 3 en delta. Donc c'est particulièrement intéressant d'un point de vue synergie qu'on peut commencer à avoir entre différents personnages, quoi. C'est ça, et pour aller même encore plus loin, ça recombottera avec la domination de Rykard, et ainsi de suite. On va maintenant passer à la troisième carte d'Adora, Commandement Impérieux. Donc comme je l'avais dit au début, tous les personnages ont une valeur d'autorité. Cette valeur d'autorité correspond au nombre d'innombrables qui pourraient être activés. Elle, cette carte fait que sa valeur d'autorité qui était de 3 à la base, passe à 8. Bon, ça double, ça triple presque son nombre d'innombrables potentiellement activables, c'est vraiment très bien. Si jamais, par exemple, il vous reste peu de personnages et beaucoup d'innombrables, avec elle, vous avez la possibilité de les bouger. D'en remettre 3, de vous balader avec. C'est ça, et de les rebouger, de faire des lignes de défense, enfin tout ce qu'on a dit avec les innombrables depuis le début. On passe donc maintenant au dernier personnage de cette faction, qui est Solène. La radieuse. Exactement. Donc un petit topo sur ce personnage. Pareil, on ne sait pas trop d'où elle venait. Elle s'est présentée un jour au 5e cercle de la Flèche. Elle a toqué, on lui a ouvert. Tout le monde a été subjugué par son charisme, son charme, la chaleur, la lumière qu'elle dégageait. Elle a directement été prise comme une incarnation d'Absolem. Elle a eu un passe-droit et elle a choisi de devenir imprécatrice, comme Adora. Concernant le personnage en jeu, donc on est sur un personnage qui vaut 2 points. Donc petite variable d'ajustement assez sympathique. Au niveau des caractéristiques, 4 de mouvement, 10 de défense, 2 points de vie. Donc c'est le personnage le plus fragile d'un point de vue point de vie. D'un point de vue point de vie.
Et au niveau offensif, elle a une attaque de contact 1. Donc elle n'est pas là pour ça. Par contre, elle a une capacité passive assez intéressante qui est la présence inspirante, Ouais. qui lui permet en fait de bouger les innombrables partout sur la carte, tout simplement. Alors, moyennant quand même les restrictions qui sont sa valeur d'autorité de 2, comme si elle était juste à côté dans 3 cases adjacentes. Donc ça, c'est assez intéressant. Elle a quand même une autorité qui est relativement faible, qui est cohérent avec son faible coût en points, mais c'est des mécaniques qui sont assez sympathiques quand vous avez des innombrables qui sont un petit peu loin et elle qui est un petit peu plus fragile et pas forcément juste à côté. C'est ça. Ou même les innombrables qui pourront être ramenés à la vie sur une caisse de bordure vraiment Ouais. éloignée, c'est l'opposé. Elle pourra contrôler cette innombrable et la faire taper. Ouais. Honnêtement, c'est une capacité très forte, qui peut être un peu sous-estimée, mais quand vous vous retrouvez avec des personnages ennemis qui sont entourés par 3-4 innombrables, que vous vous dites, bon, ça va aller, il a aucun personnage pour pouvoir les activer. Ah oui, mais il y a Solène, Ouais. qui est à l'autre côté de la map. Ça peut commencer à devenir un peu compliqué. Ouais. À côté de ça, elle a une domination assez classique, qui nécessite 1 de charge, ça s'appelle présence radieuse. Si à la fin d'un de vos tours, vous avez moins de points de victoire qu'un de vos adversaires, ce que vous pouvez faire assez souvent dès le T1, elle marquera 5 points de victoire. Ouais. Donc c'est quand même un perso à 2 points, qui dès la fin du T1 pourra vous rapporter 5 points de victoire. Qui peut contrôler des innombrables à n'importe quel endroit de la map, c'est quand même assez carré Ouais. pour ce coup en point. On va maintenant passer à ces cartes de personnages, donc on va commencer par la première. Protection de la radieuse. Concrètement, les innombrables ont une défense de 2. On a vu Rykard avait aussi cette carte qui permet de donner 3 en défense aux innombrables. Elle, c'est 2. Bon, c'est toujours un petit bonus qui est, si vous jouez par Rykard, c'est bon à prendre, parce que des innombrables avec 2 en défense, c'est toujours bon à prendre. Et mine de rien, ça rajoute un peu de tankiness à votre coterie. La deuxième carte, Radiance Purifiante, c'est vraiment une très bonne carte. Elle permet de retirer les effets négatifs, donc les pions d'effets négatifs sur un allié, du style la brûlure, du style la torpeur que vous verrez plus tard. C'est une de nos seules possibilités de se retirer les effets, et honnêtement, quand vous commencez à avoir un personnage avec beaucoup de brûlure ou autre style d'effet, c'est très appréciable de se dire qu'avec cette carte, vous voulez lui retirer. Ouais, on l'a vu avec justement côté Aether Guild avec les stimulants, donc on est sur quelque chose d'analogue. Ouais. Pour un personnage à 2 points, c'est quand même sympa d'avoir ce genre de petits outils supplémentaires pour se défendre contre des tokens, peu importe, torpeur, brûlure et autres. C'est ça. Sachant qu'en plus, on le rappelle, les innombrables ne peuvent pas avoir de pions négatifs. Au premier tour, vos personnages ne peuvent pas en avoir. Ça vous rajoute toujours un peu de temporisation sur de la grosse brûlure ou sur de la torpeur, comme vous le verrez prochainement. La dernière carte, Adoration, c'est encore une carte de scoring. Vous l'attachez à Solène, et quand elle est retirée du jeu, elle marque 3 points de victoire. Donc on se rappelle avec cette petite domination, c'est un personnage à 2 points qui peut vous rapporter très facilement 8 points de victoire. Donc voilà. Honnêtement, c'est un personnage à 2 points, donc on peut le mettre quand même dans pas mal de coteries, et il apporte vraiment une vraie plus-value, que ce soit sur la défense des innombrables, ou sur le scoring, ou sur la capacité de bouger des innombrables, qui est vraiment très bien. Donc on en a fini sur le petit tour d'horizon des personnages avec leurs cartes associées. On va maintenant passer comme d'habitude à la présentation des cartes un petit peu emblématiques, caractéristiques de la faction, avant de passer sur nos petits top cartes personnelles et sur nos petits top personnages à chacun d'entre nous. Ouais. Bah écoute, je vais commencer avec les cartes. Donc ça a été assez difficile parce que, comme vous en doutez, toutes les cartes ont leur importance. J'ai quand même fait une petite sélection. Donc je vais commencer par l'acte de dévotion. C'est une carte qui joue en début de tour et qui fait que l'adversaire ne marque pas de points de victoire quand il tue vos innombrables. On met ça en combo avec la carte de Rykard qui fait que nous, par contre, on gagne des points de victoire quand une innombrable est retirée du jeu. Et là, le différentiel est dans notre faveur. Ouais. Et honnêtement, c'est une très bonne carte. Si vous avez la chance de l'avoir T1, T2, ou alors d'aller la chercher en tutelle, ça vous donne vraiment un vrai avantage dès le début de la partie. Parce que là, pour le coup, vous pouvez envoyer vos innombrables, vous dites au pire, il m'en tue 10, ça me fait 10 points de victoire. Et lui, il ne score pas. Oui, puis en plus ça sert extrêmement bien de temporisation. Si vous avez besoin par exemple que Rykard ait un petit peu besoin de temporiser son ulti ou des choses comme ça, votre adversaire va peut-être se dire ça serait peut-être plutôt cool d'attendre un tour avant d'aller tuer les innombrables. Par contre, la contrepartie, c'est que ça donne un peu de tempo côté voie véritable pour mettre en place notre jeu en sachant qu'on va avoir un maximum d'innombrables qui vont être encore en vie. Et au pire, si notre adversaire décide de les prendre tout de suite, pas de point pour lui.
C'est ça. Tu connais bien le mécanisme Ouais, de je la voie connais bien, hein. véritable. Est-ce que tu Je ne suis vas à fond. pas virer ta cutie Non, impossible. Impossible? Je resterai contrôlé jusqu'au bout. Ah, je te ferai changer d'avis. Sauf dans la prochaine T'inquiète pas. extension où on pourra prendre des personnages de la voie véritable en change d'esprit. Ça, on verra. On verra. Maintenant, je vais passer à une des cartes vraiment les plus emblématiques de la voie. C'est les 5 vertus de la voie véritable. Donc, c'est une carte que vous mettrez de côté. Cette carte vous permet, lors de l'activation d'un de vos personnages, d'effectuer une prière. Pour ce faire, vous mettrez un petit jeton sur cette carte. Une fois qu'on aura atteint 5 jetons, vous gagnerez 10 points de victoire. Donc c'est une très bonne carte de scoring. Et des fois, il se trouve que dans nos actions, avec certains personnages, comme Sébastien, comme Adora ou comme Solène, on n'est pas vraiment de faille à raffiner, on n'a pas vraiment envie d'aller attaquer. Donc on fait une petite prière. 5 actions de prière, c'est pas beaucoup sur toute une partie, ça vous rapporte 10 points de victoire, ce qui est quand même assez énorme. Ouais. Et donc c'est vraiment une des cartes les plus emblématiques et les plus fortes au niveau du scoring de la voie véritable. Maintenant, on va passer à 2 autres cartes qui ont des effets en fonction du tour où vous la jouez. Donc, comme pour rappel, chaque tour, du T1 au T5, a un bonus différent. Donc la première carte, Cantique d'humilité, donc ça fait retirer 1 point de domination aux adversaires. Et si vous utilisez cette carte pendant le T3, donc pendant le tour de l'humilité, tous les personnages adverses perdent 3 points de charge sur leur domination. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas comment tu réagirais à ça. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que au T3, votre adversaire ne peut pas utiliser sa domination. Donc, si déjà on l'empêche d'utiliser et qu'on lui décharge quasiment intégralement toutes ses dominations pour le T4, grosso modo, il y a un créneau T2, il y aura peut-être un créneau T4 ou T5 selon la facilité à la recharger, mais c'est vraiment la synergie des deux qui fait que c'est extrêmement intéressant. Et même par exemple pour les petits personnages adverses qui n'ont pas besoin de beaucoup de charge, vous pouvez par exemple la lâcher juste au T2 en vous disant il faut absolument pas qu'il le fasse à ce tour, vous gagnez de la tempo sur le T3. Honnêtement, c'est une très bonne carte, plus intéressante à avoir en début de partie, on peut encore aller la chercher avec une tutelle. Et honnêtement, ça vous met bien pour le suite de la partie. On va passer maintenant à la 4e carte, le verset de force, donc pareil, le même mécanisme. Donc cette carte donnera plus 3 attaques à tous vos personnages. Et si jamais c'est utilisé pendant le tour 4, le tour de la force, ça rajoute plus 5 attaques. Couplé à ce qu'on avait déjà vu avant, qui dit que les symboles vides au T4 comptent comme des symboles réussites, ça commence à faire des bonnes forces de frappe, même sur des personnages qui ont des attaques 1. Oui, exactement. Donc, juste pour fixer un petit peu les idées, grosso modo, ça veut dire que même vos personnages qui ont une attaque de contact 1 de base, ils vont se retrouver au T4 avec une attaque de contact 6, avec les symboles vides et les symboles épais qui vont être considérés comme des réussites. Ce qui veut dire qu'en moyenne, si vous avez 1 attaque de contact de base, vous allez avoir 4 jets de défense. Enfin, non. Vous allez avoir 4 attaques qui vont passer au T4 avec la combinaison des deux effets. Ce genre de carte peut permettre à n'importe quel de vos personnages d'être une vraie menace au T4. On va passer maintenant à la 5e carte qui s'appelle Dévotion exemplaire. Elle est assez basique, elle rajoute plus 1 en autorité à vos personnages. Ce qui mine de rien, sur certains personnages comme Adora, comme on a vu, qui peut avoir 8 d'autorité pendant un tour, ça peut la monter à 9. Et ça synergise surtout avec Solène, qui ça lui rajoute 1 d'autorité. Elle peut contrôler donc 3 ouailles n'importe où sur la carte. Ça peut permettre de faire quelques petits tricks qui n'étaient pas prévus par l'adversaire et vous sauver de certaines situations. La dernière carte que j'ai choisie, donc, c'est un sigil. C'est le sigil de purification, avec un effet assez similaire à la carte de Solène qu'on avait vue. Elle vous permet de retirer les effets pions négatifs sur un personnage. Donc ça, on l'a déjà vu, que ça soit côté Etherguild ou en rapport de bataille, ça peut être hyper important quand on commence à avoir des jetons qui s'accumulent franchement beaucoup. Côté torpeur, ils ont au moins le mérite de disparaître une fois qu'ils ont fait mal. Côté brûlure, par contre, c'est clairement pas la même chose. Donc on va passer maintenant à mes 3 cartes favorites. Donc on va rester sur le côté sigil. Donc j'en ai sélectionné 2, le sigil de lenteur et le sigil de repentance. Donc ils sont un petit peu différents de ce qu'on a pu voir jusque-là, puisqu'en fait, ils s'appliquent à un ennemi. Par contre, ils sont quand même utilisés et joués au début de notre tour et activés, c'est-à-dire qu'on va consommer la carte au début de l'activation d'un allié. Donc concernant le sigil de lenteur, au début de l'activation d'un allié, on va choisir un ennemi qui va avoir moins 5 de mouvement à ce tour-ci, donc c'est hyper intéressant. Et côté sigil de repentance, au début de l'activation d'un allié, on va choisir un ennemi qui ne pourra simplement pas attaquer à ce tour-ci. Donc on comprend que vu que c'est dépendant de l'activation d'un allié,
Si on joue en deuxième, l'adversaire, vu que les cartes seront posées au début du tour, va les voir et donc il va falloir qu'il anticipe un petit peu sur ce qu'il veut faire avancer ou ce qu'il veut faire taper à tout prix. Par contre, si on a la première activation, on est assuré de se prémunir de quelques petites blagues, donc c'est hyper C'est tout intéressant, à fait quoi. ça, ouais. On a une troisième carte qui est un petit peu différente, qui est une synergie avec les innombrables, qui est l'élan inexorable, qui dit qu'au début du tour, vous pouvez avancer tous vos innombrables de 3. C'est très cool, c'est indépendant des personnages qu'on peut avoir, ça peut permettre également de remettre des innombrables dans les bulles des 3 cases adjacentes des personnages. Donc c'est une très bonne carte. Évidemment, ça va vous demander d'avoir un certain nombre d'innombrables, alors d'innombrables bien placés pour faire ce que vous avez à faire, mais ça fait partie de ces cartes qui jouent vraiment sur les capacités particulières et propres à la faction. Ouais. Honnêtement, c'est une très bonne carte, ça rajoute du mouvement. Quand on voit que la capacité de Rykard peut les faire aussi bouger, Ouais. on se rend compte très rapidement qu'on peut prendre l'intégralité de la carte, entre guillemets, faire des zones de non-droit, et c'est des cartes vraiment très appréciables. C'est ça, parce que grosso modo, avec la capacité de Rykard, vous pouvez avancer de 9, concrètement, de 3 et de 6 avec tous vos Ouais. innombrables, indépendamment du positionnement de vos personnages, hein. Et il faut bien avoir en tête qu'on est sur une table qui fait 15 hexagones par dimension. Donc quand vous avancez de 9, vous avancez loin. Quand on compte déjà que vous êtes dans vos 3 cases de départ, vous prenez largement la table et vous pouvez bloquer du monde. Oui. Et on peut même aussi bloquer, par exemple, l'accès à des failles Ouais. ou des choses comme ça pour ralentir l'adversaire dans son scoring. Non, Exactement. honnêtement, c'est des très bonnes cartes. Donc, à moi de vous présenter mon petit top 3 des cartes. Bon, j'ai choisi vraiment les cartes qui me parlaient plus et que je trouvais vraiment très impactantes. Donc, la première, c'est l'armure du croyant, qui fait que les innombrables ne peuvent pas subir l'effet des cartes. Bon, ça suffit à lui-même. Oui, je ça pense. dépend. Voilà, il y a des factions contre lesquelles ça va être hyper impactant. On peut penser par exemple à du change d'esprit ou ce genre de choses. Par contre, voilà, c'est vrai que il y a des armées qui ont les ressources naturelles de par les personnages naturels à aller nettoyer ça. Bon, c'est un petit bonus défensif supplémentaire qui est intéressant. C'est sûr, et si en plus on arrive à synergiser nos innombrables pour qu'elles aient une défense de 2 avec Solène ou de 3 avec Rykard, ça limite la manière dont les Ouais. innombrables peuvent être tués et ça les renforce vraiment bien. Ouais. Donc la deuxième carte que je vous présentais, c'est le verset de courage. Elle se joue en début d'activation d'un allié. Si vous le faites, l'allié aura plus une attaque. Si vous le faites pendant le tour du courage, donc le tour 1, il pourra avoir une seconde action lors de son activation. Donc taper une deuxième fois, raffiner, voilà. Polyvalent. Polyvalence. Ça peut être très bien sur certains personnages du genre Damian, pour finir un ennemi, ou par exemple si vous avez besoin de raffiner, pour scorer plus de points, pour augmenter votre tableau des vertus de Sébastien. C'est une carte assez pratique. Vous aurez du mal à l'utiliser toujours au T1, mais même sans ça, son effet reste très bien et très impactant. Je vais passer maintenant à la troisième carte, le Cantique de Force. Donc cette carte, pareil, a un effet constant qui rajoute plus une attaque à tous vos personnages alliés. Et si vous l'utilisez pendant le tour 4, le tour de la force, ça rajoute plus 3 attaques. Pareil, ça fait encore écho à tout ce qu'on a dit avant. Au tour 4, les symboles vides comme des symboles réussite. Là, ça s'applique sur l'intégralité de votre coterie, à part les innombrables. Ouais. Mais ça permet toujours à des personnages qui de base n'ont pas une grande caractéristique attaque de devenir impactants au corps à corps. C'est clair, donc pas mal de synergie en fonction du tour auquel on applique ces bonus, donc ça c'est assez intéressant, c'est une mécanique qui est assez unique, Oui. si je dis pas de bêtises, d'avoir des tours pour faire des actions un petit peu privilégiées de par un tempo qui est imposé avec les règles de la faction, et c'est vraiment, du coup, ça implique un gameplay qui est assez unique par rapport aux autres, en tout Oui. cas, et qui est très très cool. On va passer maintenant aux personnages. Petit choix des personnages favoris. On va commencer par le mien. J'ai sélectionné Damian, ou Damian, je ne sais pas trop comment le dire, tout simplement parce que j'aime beaucoup cet archétype qui est très particulier de manière générale. Vous avez, j'ai l'impression, envie de garder vos innombrables au moins un temps minimum pour pouvoir mettre vos combos, mettre vos dominations en place. Lui, si vos innombrables se font tomber un peu trop vite, c'est pas grave. Vous l'activez en dernier, il avance, il avance, il avance. Et quand c'est à vous de jouer, s'il est à portée, il va faire ce qu'il a à faire et c'est archi intéressant. On retrouve un personnage qui est à la fois résistant et qui en même temps a la possibilité de tabasser bien une fois, voire 2 fois avec ses cartes. Donc honnêtement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Après, un point de vue
purement personnel, il a un design très particulier, il fait très templier justement avec son énorme épée, sa capuche, etc. Donc voilà, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui à la fois est relativement autonome et en même temps bénéficie, on va dire, d'actions de vos adversaires qui de base ne vous arrangent pas spécialement. Donc voilà. C'est ça. Et puis il permet aussi, comme tu l'as dit, un mouvement Mm. vraiment très Ouais. surprenant. La première fois que les adversaires font pas vraiment attention à cette mécanique, vont vous tuer 2-3 innombrables, ils vont se retrouver avec Damien au milieu de leur ligne, et je pense qu'ils ne feront plus la même erreur à la Oui, prochaine partie. puis en plus on a quand même sur sa domination une zone d'effet qui est assez intéressante, avec une bonne capacité de contact. Donc honnêtement, c'est une vraie menace qui peut-être va vous forcer à ne pas forcément aller chercher les innombrables trop vite. D'un autre côté, c'est compliqué de les laisser tous en vie, quoi. Ouais. Et puis dans un monde parfait, vous chopez la carte de Damien qui donne 3 en domination, votre adversaire vous tue 2 innombrables, donc vous pouvez bouger de 6, vous Ouais. pouvez bouger avec votre mouvement normal de 4, lâcher votre domination, ça peut faire des très grosses blagues. Ouais, exactement. Mon perso préféré, c'est totalement objectif, ça n'a rien à voir avec son prénom. J'ai choisi Sébastien parce que pour moi, c'est vraiment le perso totem du culte de la voix véritable. C'est un personnage qui peut tout faire. Il peut scorer, il peut buffer les adversaires, il peut aussi taper un peu partout sur la carte avec sa domination. Ce qu'en pratique, vous ferez pas souvent parce que je pense que l'adversaire, au bout d'une fois ou deux, vous tapera dessus, il se dira bon, j'arrive Ouais. pas à le tomber, je vais le laisser de côté parce que sa domination au T4 est vraiment très forte, toujours avec le même système des symboles vides qui comptent comme des symboles attaque. Et aussi, avec ses cartes, il a la possibilité de jouer totalement hors de nature, c'est-à-dire de sortir un peu de sa zone de défense, de sa zone d'innombrable, et octroyer une seconde attaque à un personnage, un autre mouvement, tout en retirant des pions sur son tableau. Donc il est très polyvalent, il est dur à aller chercher pour moi, et honnêtement, quand vous le perdez, vous avez du mal à voir la suite de la partie, parce qu'il fiabilise quand même très bien les points de victoire. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un de mes personnages préférés, et pour le moment, je ne pars pas sans. Oui, et puis c'est un personnage qui apporte aussi de la surprise, hein, très honnêtement. Double activation, double mouvement, ce genre de capacité, c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente sur cette faction-là. Donc, on sait que l'anticipation, c'est important. Il y a déjà un aléa sur les cartes, parce qu'on n'a pas forcément... On peut avoir un petit peu idée de ce qu'a notre adversaire en main, sauf si vous êtes changé d'esprit, auquel cas vous avez plus que des idées. Mais voilà, ça apporte de la surprise supplémentaire et c'est très compliqué à anticiper. Et en plus, au point de vue de l'histoire, c'est un des seuls personnages pour qui, honnêtement, le culte, il en avait rien à faire, c'était juste une planque pour lui. Il commence à se changer un petit peu, mais vu qu'il pense toujours à lui, il se dit bon, j'y crois pas, j'ai des pouvoirs, je vais y croire juste un tout petit peu plus pour voir ce que ça fait. Et je suis très intéressé pour voir la suite de l'évolution de ce personnage. On a donc terminé sur notre petite sélection de cartes et de personnages. Est-ce que tu peux nous faire maintenant un petit, on va dire un petit point de vue, alors on va dire méta grossièrement parce que vous avez énormément pratiqué sur les 4 factions et même plus, et comment se comporte cette faction par rapport aux autres d'un point de vue jeu? Alors, je vais commencer par les rouges sang. Donc, ça dépendra bien évidemment de l'axe vers lequel la coterie rouge sang s'oriente. On va dire que si c'est un deck principalement brûlure, avec notre très grosse défense, le fait de côté 1, on peut pas prendre d'effets négatifs. Bon, honnêtement, ça va être très compliqué pour le joueur rouge sang d'exploiter au maximum ses brûlures. Je ne dis pas côté 5, les brûlures nous feront rien, mais ça va être très compliqué avant de commencer à nous gratter des points de vie. Donc on pourra scorer comme on veut, on pourra arriver près de l'adversaire, et avec le peu de défense qu'ont les rouges sang, on n'aura pas trop de soucis pour les sortir. J'en vois un qui doit se régaler quand même dans du rouge sang. Le petit Un Damien, peu. il doit être sympa là-dedans. Un peu, lui, il les aime bien. Ouais. Contre une coterie rouge sang, blast, avec le fait qu'on peut se prémunir à notre T2 des attaques de cartes et qu'on peut prémunir nos innombrables aussi des attaques de cartes avec une carte, je dirais que pareil, le début de la partie va être très compliqué pour lui et qu'on aura largement le temps de prendre la table, de tuer les cibles qu'on a envie et de pouvoir scorer tranquillement sans se faire menacer. Donc je dirais que pour une coterie brûlure et une coterie blast, la voie véritable apparaît avoir un léger avantage sur ces deux coteries. C'est pas la même chose si on affronte une coterie avec un dénommé Vulcain qui va mettre des attaques 16 en full canalisation. Là, honnêtement, pour rien vous cacher, aucun de vos personnages ne sera à l'abri, en dehors des tampons que vous pouvez faire avec vos innombrables. Mais ils ont aussi des attaques avec des zones d'effet.
Je me suis pris aussi, comme mon cher ami Sam, des petites blagues au début, et honnêtement, c'est pas le style de coterie que vous aimerez le plus affronter. Après, ça veut pas dire que vous allez perdre systématiquement, mais c'est juste qu'il va falloir faire vraiment attention aux ouvertures que vous laissez à votre adversaire et être vraiment chirurgical dans vos actions. C'est vrai qu'en plus, avec des personnages comme Eldana ou la carte qui permet de donner le vol, très clairement, vos innombrables vont être moins utiles d'un point de vue de l'obstruction, en fait. Hein. C'est Donc, ça. Et même avec notre grosse défense de 10, on va avoir du mal à résister à des attaques canalisées. Donc honnêtement, contre les rouges sang, 2 sur 3, des coteries, vous êtes en avantage, et il y en a une où je pense que c'est vraiment très compliqué de s'en sortir. Concernant les match-ups contre les Aether Guild, il y a vraiment une aptitude de personnage qui nous fait vraiment très mal, c'est ce cher Eric, avec son petit coup de grappin. Donc pareil, on pourra un peu se cacher derrière des innombrables, mais ça va pas durer toute la partie. Souvent, à partir du T2, vous en aurez plus beaucoup sur la table, et lui, à chaque tour, il vous retirera un petit point de vie, ce qui vous fera perdre 3 points de victoire par tour. Sur 5 tours, ça peut être vraiment compliqué. Après, ils ont des bonnes défenses par rapport au rouge sang. On n'a pas forcément la létalité au début de partie pour sortir vraiment qui on veut. On ne peut pas vraiment sortir Cyrus si on en a envie. C'est assez compliqué. Donc, c'est un match-up peut-être plus équilibré que les rouges sang, mais il y a des points qui me font dire que faut pas compter, par exemple, sur sa règle de scoring, comme contre d'autres factions. Ouais, puis en fait, justement, ce qui est super intéressant de ce point de vue-là, c'est que au-delà simplement de la faction que vous allez affronter, ça va être quand même hyper dépendant à la fois du deck et de la coterie. On parle là globalement contre la Aether Guild, mais la présence ou non d'Eric, la présence ou non d'un Cyrus, normalement vous avez au moins un des deux, mais ne va pas vous faire du tout aborder le match-up de la même manière. Voilà, l'idée c'est que effectivement Eric, il est problématique de par son grappe-point. Oui. Je me suis pas trompé. Par contre, vous avez, vous, un avantage qui est que pour désigner des personnages, même avec cette capacité, il faut quand même des lignes de vue. En tout cas, de base, tant que monsieur n'a pas cassé les décors. Donc, voilà, on n'aborde pas forcément les match-ups de la même manière au-delà de la faction, dépendamment de la coterie, quoi. Et puis, il y a aussi la mécanique des pièges, qui peut faire des gros trous dans vos innombrables, qui peut vous empêcher d'arriver là où vous voulez. Vous avez claqué toutes vos cartes sur votre Damian, vous êtes confiant, vous vous dites « Ya, Kawapibou, j'envoie tout dedans ». Et au final, Rien. Un petit piège, et puis rien du tout. Donc honnêtement, c'est des parties vraiment équilibrées, vraiment sympathiques à jouer. Mais le fait qu'Eric puisse vous retirer votre règle de scoring à chaque tour, c'est vraiment très handicapant, quoi. Donc à moins de pouvoir le sortir très vite, ce qui est compliqué, je dirais que sur ce match-up à Aether Guild, on est plus à l'avantage des Aether Guild quand même, quoi. Et le dernier match-up possible contre l'échange esprit, honnêtement là on a l'impression de jouer à un jeu totalement différent. Pour avoir testé plusieurs fois, ça va pas se passer dans la létalité, ça va vraiment se passer dans le control map, dans le scoring. Après, on est un peu immunisé, pareil, contre les rouges sang, contre la torpeur, contre tout ce type d'effet-là. Mais le contrôle peut nous faire aussi très mal, parce que le gameplay de la voix, il est très linéaire, il est très prévisible. L'adversaire sait qu'à votre T4, c'est là où vous allez faire le plus mal. Il voit les cartes que vous mettez en fonction de votre déplacement des personnages sur qui vous allez les claquer. Et honnêtement, il vous contre des cartes, il vous empêche de vous activer, tout votre plan peut tomber à l'eau. Mais de l'autre côté, bon, vous êtes assez serein avec votre grosse défense de 10. Donc je pense que le match-up est un peu plus à l'avantage de la voie véritable, mais c'est des parties très 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 compliquées, et c'est plus un jeu de placement là pour le coup que vraiment la létalité pure comme on peut retrouver avec les Aether Guild ou les rouges sang. Alors d'un point de vue personnel, je n'étais pas vraiment attiré à travers tous les autres jeux que j'ai fait sur des espèces de gros guerriers en armure blanche qui prient un espèce de dieu qui sort d'on ne sait pas où. Mais quand on s'intéresse à l'histoire, quand on s'intéresse au design, aux illustrations, à tout ce qui a été fait autour, c'est vraiment une faction qui a une histoire vraiment propre, qui se démarque des Aether Guild avec les communs ou des autres maisons de nage. C'est vraiment quelque chose d'à part. Leur système aussi de règles fait qu'à chaque tour, vous avez des bonus, ce qui vous impose un certain rythme à faire et ce qui impose ça, tu aussi... aimes. Et ça, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, et j'étais content de retrouver un peu ce genre de mécanisme chez la voie véritable. Est-ce que tu l'aurais pas même imposé? Pour être tout à fait honnête, non. Pour être tout à fait honnête, non, mais quand ça a commencé, je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas, 5 tours, des bonus sur 5 tours, bon, on va voir ce qu'on peut faire. On a eu beaucoup de mal à équilibrer ces 5 règles, des fois c'était trop fort, des fois c'était vraiment pas assez fort, et là je pense qu'on est tombé sur un équilibre
vraiment bien, où Mmh. chaque petit tour, vous avez des bons effets, ça retarde l'adversaire, on dépend de la coterie qui choisit. Ouais. Ensuite, on va dire que l'adversaire, c'est toujours ce que vous allez faire avec la voix. Il y a très peu de cartes de surprise, comme on a vu, on peut piocher des cartes avec Adora, Mmh. mais ça reste vraiment très limité. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en sachant ce que l'adversaire sache ce que vous allez jouer, vous pouvez essayer de contrecarrer un peu vos plans. Par exemple, en prenant défaut, en buffant un Sébastien ou une Solène ou une Ouais. Adora plutôt qu'un Damian. Et ça, c'est vraiment intéressant à jouer. Ensuite, le fait d'avoir des innombrables, c'est aussi une mécanique qu'il n'y a pas dans les autres factions. Ouais. On a du contrôle map et c'est vraiment très intéressant. À première vue, on va se dire que c'est juste des gros guerriers qui avancent lentement et quand ils arrivent au corps à corps, bam, sur ta tête. Mais on peut faire énormément de choses, on peut faire un peu de contrôle. Ils sont on pas peut obligés de faire bam, ils peuvent faire boum, peut faire bim, boum, ça n'a rien à bim, voir. shtouk, shtak, ils peuvent faire tous les onomatopées que tu veux. Donc c'est beaucoup plus raffiné C'est que ce que vous ça, pouvez imaginer, voilà. quoi. Ils peuvent même faire un sweep comme ça ou en tournant. Mais il y a vraiment beaucoup de manières de les jouer. Vous pouvez vraiment axer votre coterie avec Rykard, avec Ambros sur des innombrables. Vous pouvez choisir d'avoir aussi beaucoup d'innombrables, mais pas de perso qui les synergise. Honnêtement, c'est comme vous voulez. Vous avez toujours des solutions de vous en sortir, avec par exemple le fameux tour T4 ou le fameux tour T5. Il y a plein de manières de jouer différentes. Vous pouvez vraiment choisir le style de jeu qui vous tente. Changer à chaque fois de main et vous n'aurez pas l'impression de jouer la même chose, Ouais. même avec les mêmes personnages. Et honnêtement, c'est très gratifiant comme coterie. Ouais, Après, on va pas se le cacher, vous avez une défense de 10 de base. c'est plus permissif C'est plus que permissif. certains. Voilà. Par contre, quand vous perdez votre gros perso sur des tricks d'autres coteries, des fois, bon, vous vous dites, bon, ok, le petit mec, il m'a sorti mon gros héros, comment je vais faire? Mais voilà, honnêtement, c'est des figurines magnifiques, c'est un gameplay innovant qu'on retrouve pas dans les autres factions, et c'est pour ça que moi, ça m'a vraiment plu. Bah écoute, je pense que tu nous as très bien vendu ta faction J'espère. préférée. Merci à toi. Ah, merci à toi. J'espère que vous avez pu avoir un tour d'horizon assez exhaustif de ce qu'on peut faire avec ces bestiaux. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des interrogations, des remarques, je pense pas de remarques de jeu, a priori pas encore, c'est juste en dessous en description. Je te remercie encore une Merci fois. aussi. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis salut, salut!